Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, espace qui essaie de démontrer que l'humanité, notre humanité, l'ensemble humain, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, il y a la partie euh, technique, on pourrait dire, la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique. Donc on voit que évidemment ça prendra un petit peu de temps, il faudra encore quelques siècles d'évolution sans doute pour arriver à- à accéder à cette paix universelle, mais euh, c'est dans nos cordes finalement. On a constitué déjà toutes les structures pour fonctionner universellement, pour régler les problèmes que les nations peuvent engendrer entre elles, les guerres, etc. Alors pour l'instant, c'est des organisations comme l'ONU ne sont pas encore totalement efficaces pour pouvoir vraiment euh, gérer, gérer ces conflits, mais ils ne vont pas cesser de se sophistiquer et de devenir de plus en plus performantes, ces associations, et peut-être que dans un siècle, 2 siècles, ben, l'ONU sera devenue réellement la mère des nations, et peut-être que le système que nous connaissons au niveau national sera passé en douceur, tranquillement, au niveau mondial. Et, euh, et peut-être que nous fonctionnerons de façon tout à fait universelle. En tout cas, voilà, ça c'est le cadre technique, mais le but de cette évolution vers cette ultime perfection, c'est d'atteindre le bonheur absolu, d'atteindre l'état d'extase facile, d'atteindre le nirvana en somme. Pour les philosophies asiatiques, on appelle ça, voilà, elles appellent ça cet état de sérénité absolue, de, de dépassement de, de la conscience ordinaire, passer sur une conscience, un niveau de conscience absolu. C'est le nirvana, l'éveil, le samadhi, voilà, ces états de sagesse totale, de sérénité, de, de perfection psychique finalement. Et du côté occidental, du côté des religions monothéistes, on retrouve exactement ça. Voilà, dans le judaïsme, il y a, on parle d'éveil-écoute, je pense. C'est un peu à creuser, mais voilà, dans le soufisme, c'est l'extase. Dans le christianisme, c'est la béatitude. Voilà. En tout cas, cet état-là, qui est l'état le plus haut que l'esprit peut atteindre, eh ben, l'humanité, à mon sens, évolue progressivement vers lui. Voilà. Et l'ensemble humain, hein, pas simplement un petit groupe d'êtres humains qui parviendraient à atteindre cet état-là, et les autres autour voilà, se contenteraient de les regarder. Non, non, c'est l'ensemble humain qui doit arriver à cet état-là. Ça ne peut pas être un groupe particulier. Ça serait trop. Voilà. Cette injustice soulèverait trop d'agressivité, de violence, etc. Alors je reprends la lecture de cet ouvrage, en fait, sur lequel je prends prétexte pour démontrer cette théorie. C'est la quatrième vidéo. Donc je lis, je découvre et puis je commente éventuellement. Alors, quand j'en suis à l'introduction, à l'avant-propos du traducteur.
C'est ainsi que Kant reprenait systématiquement, et d'ailleurs consciemment, l'idée du projet de paix perpétuelle paru en 1713 de l'abbé de Saint-Pierre. Donc, ce projet de paix perpétuelle imaginé par Kant avait déjà été travaillé bien avant lui, déjà par cet abbé de Saint-Pierre, mais évidemment que cette idée était déjà dans les tuyaux, on pourrait dire, des grandes spiritualités, des grandes religions. Elles ont toujours eu une vision universelle, universaliste dans leur fondement. C'était, voilà, elles ne pouvaient pas imaginer que le bonheur pouvait être uniquement pour le monde chrétien, ou pour le monde musulman, ou pour le monde juif, ou pour le monde bouddhiste, etc. C'est bien quelque chose qui était destiné à être répandu, à englober l'humanité. Voilà. Alors, évidemment, ça, euh, c'est cette, ce prosélytisme, on pourrait dire, a aussi ses travers, c'est-à-dire que bien souvent, ça se faisait un petit peu au détriment de l'écoute de l'autre, de la compréhension de l'autre. C'était bien souvent l'idée, ma religion est meilleure que la tienne, il faut que toi, tu te convertisses à mon idéologie, mais parce que c'est moi qui détiens la vérité. Voilà. Donc, on se retrouve avec ces cas de figure aussi. Heureusement, ils sont rares plutôt. La globalité, globalement, les, les religions sont paisibles, universelles et comprennent que ce qu'elles adorent, en somme, le divin, Dieu, c'est quelque chose qui est au-dessus même de leur religion et qui chapeaute l'ensemble humain, en réalité. Alors, je continue. Donc, l'idée du projet de paix perpétuelle parut en 1713 de l'abbé de Saint-Pierre, projet qui avait été considéré, notamment par Leibniz, comme une véritable utopie. Alors, à l'époque, on pouvait penser que c'était une utopie, évidemment, et comme aujourd'hui, certains pensent que la théorie que je développe sur la mécanique universelle, c'est une utopie, que l'humanité ne peut pas aller vers cette ultime perfection, que c'est pas souhaitable, que c'est pas possible, etc., etc. Donc c'est possible que ce soit une utopie. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi je suis convaincu de mon sort, j'y réfléchis, ça fait 20 ans que je suis posé sur cette question-là et rien ne m'a encore fait douter de cette... et ce n'est pas une vision mystique que j'ai, ou spirituelle, ou religieuse. Je veux dire que ce n'est pas lié à une religion ou à un groupe de pensée, c'est vraiment une pensée indépendante et plutôt basée sur la science. C'est plutôt la science qui m'anime plutôt que, que la mystique pure en somme. Même si la finalité que j'imagine à l'humanité, elle est spirituelle. Mais voilà, c'est une spiritualité universelle. Et en fait, donc, voilà. Même Leibniz pensait que c'était une utopie, mais parce qu'à l'époque, il n'avait pas toutes les cartes en main. C'était il y a 300 ans à peu près. Depuis, nous avons dû vivre ces deux guerres au XXe siècle qui ont conduit à la création de l'Organisation des Nations Unies. C'est pas quelque chose c'est pas anodin. Euh, Arriver à constituer un système qui fonctionne, qui, qui rallie l'ensemble des nations de la planète, pratiquement, et qui commence à gérer ces choses-là. À l'époque de Leibniz, ce n'était pas imaginable déjà. Pratiquement, ce n'était pas possible, mais ce n'était pas imaginable.
Et pourtant, ils ont été, les Leibniz, les abbés de Saint-Pierre, les Kant, etc., ils ont été des moteurs de cette pensée-là. C'est grâce à eux que 2 siècles plus tard, eh ben, des hommes ont constitué la Société des Nations, etc. Donc, voilà, entre autres grâce à eux, mais pas uniquement, évidemment. Donc, c'était une utopie et c'est une utopie réalisable. Donc, les utopies sont, en règle générale, faites pour être réalisées et un jour ou l'autre, elles le sont. C'est ça qui est assez étonnant. Au fond, cette idée telle que se présentait dans le projet de l'abbé de Saint-Pierre en était une aussi pour Kant, mais se plaçant à un point de vue différent de Leibniz, il s'efforça, suivant son habitude, de rationaliser et de systématiser ce projet. Donc lui, il a bien pris, il a bien vu qu'il y avait une utopie peut-être derrière la vision de l'abbé de Saint-Pierre, mais il a voulu la développer, l'analyser, voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour atteindre cette paix perpétuelle. Quels étaient les handicaps, qu'est-ce qui empêchait d'atteindre cet état-là. Et c'est tout le travail qu'il a réalisé, Kant. Imaginez en effet pour les individus comme pour les peuples un état de bonheur parfait, c'est assurément un beau songe que pouvaient seuls caresser de naïfs partisans du progrès. Et oui, mais en même temps, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour voir si c'est aussi farfelu que ça, si c'est aussi utopique, si c'est aussi naïf que ça. Et je me suis malgré tout amusé à appeler cette théorie théorie naïve de l'avenir humain. Voilà, parce que je sais qu'il y a quelque chose de naïf derrière cela. Mais ça n'est pas pour ça que c'est pas réalisable et que ça ne se réalisera pas, évidemment. Les conceptions philosophiques de Kant s'opposent nettement à la sensiblerie et à le démonisme de l'époque. Voilà, il n'y a pas non plus à le voir sous un angle de, de, de bisounours, on dirait aujourd'hui, de peace and love. Ça peut être un souhait. Moi, je ne l'ai pas travaillé sous la forme du souhait. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection parce qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est un mécanisme obligatoire qui pousse l'humanité de décennie en décennie à améliorer la maîtrise du comportement, la maîtrise de l'environnement, la maîtrise du questionnement. Et ces 3 travaux d'Hercule, en somme, conduisent irrépressiblement à cet état de perfection. L'humanité ne pourra pas s'arrêter avant d'atteindre cet état de perfection. Il est impossible qu'elle décide c'est bon, on a assez progressé dans ce sens-là, le droit a assez progressé. Bon, et évidemment, il y a encore quelques crimes, quelques abus, il y a des gens qui abusent d'autrui encore, mais bon, on est arrivé à en juguler pas mal, on va en rester là, par exemple. C'est pas la peine de développer le droit. Non, l'humanité ne pourra pas s'arrêter à ce niveau-là. Elle sera obligée d'aller vers son ultime perfection. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il puisse y avoir échec à ce niveau. Le mal moral, inhérent à la nature humaine, ne permet guère de semblables illusions. Et c'est là où celui qui a écrit donc cet avant-propos du traducteur, qui s'appelle Jean Gibelin, et je pense que c'est un philosophe, à mon avis, quand il a écrit, quand il a traduit, c'est-à-dire en 1957, je pense, on dirait, je suis pas sûr, on va voir, achevé d'imprimer, etc.
ben, je ne sais pas quand est-ce qu'il a traduit et donc où il s'est permis, lui, de mettre son point de vue. Mais le mal moral inhérent à la nature humaine ne permet guère de semblables illusions. Inhérent, non. On sortira du mal moral. C'est clair, on en sortira. Mais on n'en sortira pas à la manière de Orange Mécanique, en allant vers quelque chose de violent, je ne pense pas. Mais l'humanité, si elle trouve, elle cherchera toujours les moyens d'évaluer le mal moral dans l'esprit de l'être humain, quoi qu'il arrive. Et même si ça doit prendre 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe, l'humanité parviendra à un certain moment à éliminer entièrement le mal moral de l'humanité. Et déjà parce que le mal moral, en lui-même, il est une excroissance de notre évolution. C'est-à-dire que la transformation d'un primate naturel en humain abouti oblige à ce que nous développions tous de nombreuses pathologies qui sont inhérentes à cette évolution. C'est-à-dire que ce qui nous comprime, par exemple, va nous pousser à exploser parce qu'on doit comprimer nos pulsions, etc. Et à un certain moment, on peut avoir envie de les dépasser, par exemple. Et je pense que la plupart de nos mauvaises conduites, entre guillemets, de ce mal moral, déclinent de cette chrysalide difficile d'obliger un primate naturel à comprimer des pulsions. Il a envie de prendre le dominant, envie de prendre au subordonné ce qu'il a, parce que s'il le convoite, eh ben, il va lui arracher des mains. Eh ben, les lois humaines empêchent ce genre de choses, contraignent l'homme à ne pas faire ça. Donc l'homme, il va s'organiser pour abuser de son congénère, mais de manière légale. Mais progressivement, même à travers ces abus légaux, ben, on met des verrous pour empêcher ces abus légaux de se développer. Voilà. Et c'est ce qui fait que il y a une sorte d'évolution de douceur. Voilà. Bon, bref, je suis arrivé au bout de ce deuxième chapitre. Je vais arrêter là pour cette vidéo, il me semble, ou je continue. Je vais continuer, tiens. Toutefois, il ne faudrait pas pour des raisons de ce genre devenir sceptique et établir, comme certaines politiques empiriques, une cloison étanche entre la théorie et la pratique. Kant, on le sait, a consacré tout un opuscule à réfuter l'adage « Cela peut être bon en théorie, mais ne vaut rien en pratique ». Outre que cette prétendue sagesse politique dont l'indice révélateur est l'incompatibilité de ces maximes avec la publicité, se trouve toujours, finalement, fallacieuse et déficiente. La conscience nous impose de façon absolue d'obéir à sa loi et de remplir notre devoir, qui consiste à avancer en ce monde le règne de la moralité et de la liberté, sans nous préoccuper autrement des résultats de cette action relativement au bonheur. Et bien voilà, on est obligé de travailler constamment à faire avancer dans ce monde le règne de la moralité. Et à un certain moment, ben on aura abouti, on aura réussi à maîtriser entièrement, à avoir complètement fait exprimer le règne de la moralité, mais sans forcer, de façon douce, de façon naturelle, on va dire, comme l'homme s'adapte progressivement à son évolution de façon naturelle, même si l'évolution parfois est brutale. Voilà, il y a 70 ans, on ne connaissait pas l'ordinateur, et maintenant on est tous accros avec nos smartphones.
voilà, on s'est adapté. Et même quelqu'un qui est né à un moment où ça n'existait pas, eh ben, il s'est adapté à la situation, comme ceux qui sont nés à la fin du 19e siècle, qui ne connaissaient pas l'aviation, eh ben, ils se sont adaptés à l'arrivée de l'aviation, du train, ce qui était le cas de mon père, par exemple. La doctrine est assurément austère, néanmoins, elle ne nous laisse pas entièrement sans espoir. Les critiques, en effet, avaient mis en lumière le primat de la raison pratique et montré comment le déterminisme des lois de la nature n'est en somme que l'instrument de la moralité. Tu peux car tu dois. De même, les forces qui, dans la société, s'opposent et luttent les unes contre les autres, finissent par s'harmoniser naturellement, en quelque sorte, pour permettre le graduel établissement parmi les hommes à l'état sauvage d'une organisation juridique. Voilà, nous étions des primates naturels. Et bien, quand il suffit d'imaginer nos cousins chimpanzés qui devraient obéir à toutes les lois auxquelles nous obéissons aujourd'hui. Et on voit tout le travail qui a été réalisé sur l'homme pour lui permettre de faire cohabiter, par exemple, 20 millions d'êtres humains dans une ville. Je ne sais pas, je crois que c'est Shanghai qui a 20 millions d'êtres humains. Et si on voit le nombre d'agressivité, d'agression, je ne sais pas, de violence qu'une ville comme celle-ci peut vivre, eh ben c'est infime par rapport à ce que peut vivre un groupe de primates qui comporte 200 individus. Voilà. Donc on est arrivé à quelque chose, on a réussi quand même à domestiquer de façon inouïe l'être humain, au fond. Et on n'en a pas vraiment conscience. Pour en avoir conscience, il faut pouvoir justement se restituer dans notre origine, par rapport à notre origine. Voilà. Il n'en va pas autrement pour les rapports mutuels entre les nations. Ouais, ben oui, c'est exactement ce qu'il se passe à l'échelle d'un individu, se passe à l'échelle des nations aussi. Les divisions, la violence, la guerre même contribuent à inspirer à celles-ci, considérées comme des personnes morales, un idéal de plus en plus noble et à les faire sortir peu à peu, et pour ainsi dire, malgré elles, du barbare état de nature où elles se trouvent. Voilà. C'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a cette réflexion. Et maintenant, je viens de voir qui est-ce qui a écrit ça. Nous avons utilisé, pour notre traduction de texte de l'édition G. Hartenstein, Leipzig, Elvos, 1868. Donc, c'était en 1868 que ça a été pensé. Donc, évidemment, à cette époque-là, c'était pas, même la communauté des nations n'était pas encore pensée à cette époque. C'était pas possible. Mais aujourd'hui, oui, on peut commencer à comprendre que l'humanité a la chance, la possibilité de vraiment construire son paradis. Et pourquoi nous ne le ferions pas, ce paradis, même si ça n'était pas dans nos gènes, parce que je pense que c'est dans nos gènes. On ne peut pas faire autrement que finaliser cette perfection. Pas plus que le léopard ne pouvait empêcher son corps de devenir aussi parfait que possible, à atteindre sa perfection. Il y a peut-être 2 millions d'années, il ne courait pas aussi vite, il était moins déguisé, il était, etc., etc. Et progressivement, son évolution qui est instinctive, là, qui est organique, eh ben, nous avons la même, mais en être humain, dans l'humanité, c'est quelque chose que nous maîtrisons nous-mêmes. Nous avons cette évolution est passée dans le domaine de la conscience possible, chose qui est inouïe en fait. Bon, on ne parle pas du corps, hein, on parle de l'évolution de notre comportement. Voilà. Bon, je vous remercie pour cette écoute et puis on va continuer. Alors, mais je pourrais même finir parce qu'il ne reste plus que ce petit encart là.
En politique donc, comme en morale, il nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire du côté de la nature et de l'histoire des indications qui, interprétées comme il convient, nous invitent, renforçant ainsi la voie de la conscience, à consacrer tout notre effort à réaliser la fin suprême de l'univers, le règne de la liberté dans la moralité et à conserver la foi en l'ultime et providentiel accord de la vertu et du souverain bien. C'est Windelband, Geschichte der Neuen Philosophie. C'est lui qui a écrit ça. Et ben, mais c'est quand même incroyable quand on y réfléchit. Bien sûr que c'est exactement ça. Donc c'était au 19e siècle que ça a été pensé, cette phrase. Donc en politique, donc comme en morale, il nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire du côté de la nature et de l'histoire des indications qui, interprétées comme il convient, nous invitent, la nature et l'histoire nous invitent, renforçant ainsi la voie de la conscience, à consacrer tout notre effort à réaliser la fin suprême de l'univers, le règne de la liberté dans la moralité, et à conserver la foi en l'ultime et providentiel accord de la vertu et du souverain bien. C'est notre destin. On ne peut pas y échapper. C'est la façon dont nous évoluons et nous ne pouvons pas empêcher cette évolution de se réaliser. C'est ainsi que le traité de la paix perpétuelle, dont la structure se conforme bien aux caractères généraux de la pensée critique, s'insère logiquement dans l'édifice systématique de la philosophie kantienne, dont il constitue en quelque sorte le parachèvement. Voilà. Fischer, Kant, sans doute en 1868. Voilà pour l'avant-propos du traducteur. Et on attaquera par la suite le projet de la paix perpétuelle écrit par Kant. Et les propositions qu'il fait pour que ça puisse se réaliser. On verra si elles sont conformes à ce que nous pensons encore aujourd'hui, 200 et quelques années plus tard. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.